Bonsoir à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce dernier webinaire de l'année déjà sur les troubles vésicaux ainsi que l'incontinence. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler, je suis en charge des cours et des formations au Centre romand de la Société suisse de la sclérose en plaques et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Thaïs de Gasparo, assistante sociale et responsable de l'équipe conseil en Suisse romande. Euh, Bonjour à voilà, tous. Thaïs. Au programme de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Brigitte Schurch, spécialiste en neurourologie et médecine physique et réadaptation. C'est l'occasion ce soir aussi de poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le panel Q&R qui se trouve en général en haut ou en bas de votre écran, et puis on va essayer de répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation. On va peut-être pas réussir à répondre à tout le monde, notamment si les questions sont un peu trop spécifiques ou trop personnelles, mais vous pourrez dans tous les cas aussi prendre contact avec notre équipe conseil par la suite si vous reste des questions, par téléphone ou par email, qu'on vous communiquera à la fin du webinaire. Le webinaire, il sera disponible en ligne sur notre site internet et notre chaîne YouTube d'ici quelques jours si vous souhaitez le revisionner pendant environ une année et demie. Et puis, je vous transmettrai également la présentation. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir la professeure Brigitte Schurch, à qui je vais passer l'écran. Et nous vous retrouverons après sa présentation pour les questions. Bonne présentation. Merci Amélie, bonjour à tous. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Alors On on m'a voit tout demandé, bon. Ouais. c'est bon, on voit bien. Alors bienvenue à tous. Donc on m'a demandé de vous parler des troubles urinaires de la sclérose en plaques et j'ai axé ma présentation sur la physiopathologie, c'est-à-dire la description de ces troubles et le traitement conservateur, puisque c'est essentiellement des traitements conservateurs qu'on fait chez la sclérose en plaques. Alors, la spécificité des troubles vésico-sphinctériens chez la sclérose en plaques sont que ce sont des symptomatologies variables dans le temps et d'un patient à l'autre, vu que chaque patient est différent et que la sclérose en plaques évolue. C'est en effet une maladie évolutive, donc ça va pouvoir modifier la symptomatologie, le retentissement, les risques de complications du bas appareil urinaire sur l'individu et ça va pouvoir recréer également des incapacités fonctionnelles. En dehors de ça, on a sûrement un impact des thérapies de la maladie neurologique. Vous savez que vous pouvez prendre de la cortisone ou des immunosuppresseurs, donc ça peut avoir une influence sur les troubles vésico-sphinctériens, des fois dans le bon sens, des fois dans un sens moins bon, en particulier en augmentant le risque des infections urinaires qui sont fréquentes chez la sclérose en plaques. Ils sautent tous seuls. Alors, la sclérose en plaques est une pathologie réputée qui peut donner des complications sur les reins, mais vous verrez que c'est quand même beaucoup moins que pour le cas d'un blessé médulaire. Je vais y revenir. Et enfin, dans une sclérose en plaques très évoluée, c'est-à-dire un stade très tardif, on aura un impact spécifique des troubles cognitifs de la sclérose en plaques sur la prise en charge du patient. Alors, si on regarde cette diapositive, c'est une étude qui a été faite sur plus de 2265 patients atteints de sclérose en plaques et on leur a demandé quels étaient les symptômes principaux dont ils souffraient. Et on se rend compte que les problèmes vésico-sphinctériens arrivent immédiatement après la fatigue, les problèmes d'équilibre, les problèmes de marche et les problèmes sensoriels. Et sur ces 2265 patients, on en a 87% qui ont des problèmes avec leur vessie et au bout de 10 ans de maladie, on arrive même à 70%. Et si on répartit les patients en fonction de la sévérité des troubles, on se rend compte que 70% des patients ont des troubles vésico-sphinctériens modérés à sévères,
et 40% qui ont des symptômes moins sévères. Donc, c'est quand même une pathologie importante et fréquente. Et si on regarde l'évolution en fonction de la durée de la maladie, donc ici vous voyez la durée de la maladie en années de 0 à 30 ans, on se rend compte que les troubles vésico-sphinctériens sévères augmente au fur et à mesure que la durée de la maladie augmente. C'est-à-dire, au début, on aura peut-être des troubles vésico-sphinctériens légers, mais au fur et à mesure que la maladie augmente, on se rend compte que la part qui enveloppe le ciel des troubles vésico-sphinctériens sévères augmente avec l'évolution de la sclérose en plaques. Alors, avant de comprendre les troubles vésico-sphinctériens chez la sclérose en plaques, il faut déjà que vous compreniez un petit peu le fonctionnement normal de la vessie. Alors, ici, vous avez la vessie lorsqu'elle est vide, donc elle va se remplir tout doucement avec des pressions au niveau de la vessie et du sphincter qui sont relativement faibles. En général, on ne s'aperçoit pas que la vessie va se remplir parce que la vessie se laisse bien distendre. Mais au fur et à mesure que le volume augmente, on va avoir une sensation de besoin et la vessie, elle va empêcher ce phénomène de besoin en augmentant la pression du détrusor, enfin en augmentant la pression du muscle sphinctérien et en augmentant la pression de fermeture du sphincter. Si on est dans un endroit pas adapté et on n'est pas chez soi, on n'est pas près des toilettes, on va avoir les centres supérieurs qui sont situés au niveau du cerveau qui vont avoir un effet inhibiteur, je sais pas pourquoi ça bouge, qui va avoir un effet inhibiteur sur la contraction de la vessie, si bien que ça nous laisse le temps de rentrer chez nous ou bien d'attendre la pause au cinéma pour aller aux toilettes. Et une fois qu'on est dans un endroit adéquat, on- le, le, le stimulus du cerveau va changer, il va passer d'une inhibition à une activation du réflexe de vidange, et à ce moment-là, on aura la vessie qui va se contracter et le sphincter qui va se relâcher de façon synergique. Ça, c'est très important de voir quand on a la contraction de la vessie, on a le sphincter dans les conditions normales qui se relâche pour permettre une vidange complète et sans résidus post-mictionnel. Donc ça, c'est le centre, le cercle remplissage-vidange. Alors, les troubles vésico-sphinctériens dans la sclérose en plaques, ils dépendent en fait de la localisation des plaques. Alors ici, vous voyez un cerveau avec la moelle épinière. Et dans le cas de la sclérose en plaques, on peut avoir des plaques soit au niveau du cerveau, soit au niveau de la moelle épinière haute, soit au niveau de la moelle épinière basse, ou bien on peut avoir une combinaison de, de lésions à tous les niveaux. Et en fonction, en fonction de la localisation des plaques, on va avoir une pathologie spécifique pour un patient. Alors, si on a une atteinte par des plaques uniquement au niveau du cerveau, on va avoir une vessie hyperactive, donc une vessie nerveuse avec un sphincter qui fonctionne de façon normale. Si on a des lésions au niveau de la moelle haute, on va avoir une vessie hyperactive, donc nerveuse, et un sphincter hyperactif et dysynergique. Et ça, je vous réexpliquerai la notion de dysynergie. Et si on a des lésions qui sont beaucoup plus basses et beaucoup plus rares, alors là, on aura le contraire, c'est-à-dire qu'on aura des vessies qui sont comme des baudruches, c'est-à-dire c'est des vessies qui se laissent remplir, qui ne se vident pas et qui sont ce qu'on appelle rétentionnistes. Donc, en fonction des localisations, différentes pathologies et donc évidemment différents traitements. Alors, je vais commencer par le syndrome d'hyperactivité vésicale et je terminerai par les vessies qui ne se contractent.
Alors, l'hyperactivité des trésoriennes, donc c'est l'hyperactivité de la vessie qui, par le fait que les plaques interrompent le contrôle du cerveau, vont faire que la vessie va se contracter de façon régulière sur des petits volumes, ce qui va entraîner une augmentation de la fréquence de vidange. Ce sont des patients qui vous disent, je dois aller aux toilettes tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, 20 fois par jour, 3 fois la nuit, auquel s'associe, en plus de cette fréquence de vidange euh, augmentée, des besoins impérieux, des phénomènes d'urgence qui peuvent être avant chaque vidange ou pas, ça peut être aussi 3 ou 4 fois par jour. Et ces besoins impérieux, ils peuvent être accompagnés d'incontinence. Pas toujours. On a des patients qui se plaignent des fois juste d'une augmentation de la fréquence, la journée, la nuit et d'urgence, mais pas forcément d'incontinence. Et on peut avoir des patients qui ont une augmentation de la fréquence, un besoin impérieux ou une incontinence. Dans le cas où la lésion est située au niveau de la moelle, en plus du syndrome d'hyperactivité vésicale dont je vous ai parlé à l'instant, on a ce qu'on appelle la dysynergie vésico-sphinctérienne. C'est-à-dire que normalement, quand on vide la vessie, le muscle va se contracter et le sphincter va se relâcher pour permettre une bonne vidange en un seul jet et non interrompu. Mais du fait des lésions de la plaque et du manque de contrôle du cerveau sur les centres nerveux de la miction, on va avoir une co-contraction du sphincter pendant la contraction vésicale. Et c'est ça qu'on appelle une dysynergie vésico-sphinctérienne. Et cette dysynergie vésico-sphinctérienne, elle est responsable, en plus des syndromes d'hyperactivité vésicale, d'une mauvaise vidange, d'où d'une augmentation du résidu de ce qui reste dans la vessie après la vidange. Et l'augmentation du résidu dans la vessie après la vidange est responsable en grande partie des infections urinaires. Alors, il y a différents types de vessies neurologiques. Il y a les vessies neurologiques de la sclérose en plaques, des paraplégiques ou des spina bifida, des myéloméningocèles. Et c'est intéressant de voir quelle est la pathologie qui présente le plus de risques pour les reins. Bon, c'est ce qu'on appelle le haut appareil urinaire, c'est donc le rein. Ça, c'est une étude qui montre que par rapport à une population normale, il y a quand même 8% des patients sclérose en plaques qui ont un risque accru pour une dilatation du haut appareil urinaire. Par contre, l'insuffisance rénale, c'est-à-dire c'est le stade au-dessus, et le risque n'est pas augmenté par rapport à la population générale. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dilatations du haut appareil, mais on a très rarement des atteintes si sévères qu'on arrive à une insuffisance rénale, ce qui n'est pas le cas du paraplégique, puisque dans ce cas-là, on a 23% des patients qui peuvent présenter une dilatation au niveau du haut appareil urinaire. Ici, donc on le voit ici aussi, vous le voyez bien. Donc c'est l'urine qui remonte vers les reins. Et ces paraplégiques, ils ont 5 fois plus de chances que la population normale d'avoir une insuffisance rénale. Et si on prend le cas extrême, ce sont les malformations congénitales, les spina bifida. Eux, alors, ils ont carrément 68% de chances que le haut appareil va souffrir et le risque d'avoir une insuffisance rénale pour ces jeunes patients est 8 fois plus élevé que sur une population normale. Donc finalement, la sclérose en plaques, c'est une maladie euh, importante et pénible, mais le risque si elle est bien suivie, si elle est bien traitée, le risque d'insuffisance rénale n'est pas supérieur au risque d'insuffisance rénale qu'on aurait dans une population normale. Alors ici, vous voyez donc les reflux, donc cette urine qui va remonter vers les reins. En fait, elle survient plus plus la sclérose en plaques va augmenter dans le temps, plus elle est longue, plus on aura des chances d'obtenir des reflux. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on voit un patient sclérose en plaques, on va établir un diagnostic, des traitements et on va suivre les patients très régulièrement
parce qu'on sait qu'à partir d'un certain nombre d'années, on a des risques pour les reins. Alors, il y a des auteurs qui se sont amusés à établir les différents facteurs de risque pour les reins. Alors, ils ont établi ce qu'on appelle des facteurs de risque définitifs et des facteurs de risque probables. Alors, les facteurs de risque définitifs, c'est ce que je viens de vous dire, plus la sclérose en plaques dure avec le temps, plus on a de chances qu'on a un risque pour les reins. La présence d'un cathéter à demeure, d'une sonde à demeure, il y a beaucoup de patients qui, dans un stade avancé, demandent la sonde à demeure, mais on sait que les sondes à demeure sont des risques pour les reins. Et enfin, on a les paramètres urodynamiques. Je n'ai pas choisi de discuter de l'urodynamique, qui est un examen qui permet de classifier les vessies neurologiques. On a des facteurs urodynamiques comme des contractions de forte pression et des hautes pressions de d'évidence. Ça, ce sont des facteurs de risque établis. Et on a des facteurs de risque probables, la présence d'une dysynergie vésico-sphinctérienne, un sujet de plus de 50 ans et un sujet de sexe masculin. Et si on arrange ces risques, on peut établir des groupes à risque et on a les patients à risque, ce sont ceux qui vont avoir au moins un de ces facteurs définitifs ou deux de ces facteurs probables. Et on a les patients qui ne sont pas du tout à risque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de facteurs définitifs et ils n'ont pas plus que deux facteurs probables. Donc, quand vous venez au cabinet, on va vous faire l'anamnèse, on va vous faire l'examen hydrodynamique et en fonction de l'examen hydrodynamique, en fonction de l'âge, en fonction de la durée de la sclérose en plaques, on va pouvoir définir les patients à risque. Alors, je vais passer avant le traitement, donc l'assessment du patient, oui, l'assessment du patient, la prise en charge du patient, elle va dépendre bien sûr de l'anamnèse du patient, de l'examen physique, des examens des urines, de la mesure du résidu mictionnel et de l'urodynamique. Mais cette partie-là, ce serait déjà toute une partie d'une demi-heure. C'est pour ça que je ne vais pas insister. Mais fait cet ensemble, une fois qu'on a fait cet ensemble d'examens, on peut donc diagnostiquer un syndrome d'hyperactivité vésicale. Et le syndrome d'hyperactivité vésicale, le traitement, il est extrêmement bien codé dans la littérature et dans le monde entier. Alors, on a deux cas de figure. On a soit les patients qui ont une hyperactivité vésicale et une augmentation du résidu postmictionnel, ce sont ceux qui s'ouvrent de la dysynergie vésico-sphinctérienne, donc de la dyscoordination du sphincter, où il faudra éventuellement envisager l'apprentissage des autosondages pour diminuer le résidu. Et on a l'autre groupe de patients qui a une hyperactivité vésicale, mais sans résidu. Une fois qu'on a classé ces deux groupes, on va pouvoir proposer différents traitements pour la vessie hyperactive et le traitement, il se fait en palier. Alors, on a les traitements de première ligne dont je vous parlerai, ce qu'on appelle les thérapies comportementales et la physiothérapie. On a les traitements de deuxième ligne qui sont essentiellement les médicaments. Et enfin, on a les traitements de troisième ligne qui sont les stimulations électriques et les injections intradétrusoriennes de Botox. Donc, on ne soignera jamais un patient en première intention avec un traitement de troisième ligne. On proposera toujours ce schéma en palier. Alors, la thérapie comportementale. Alors, en quoi ça consiste? Très souvent, le patient, quand il vient à mon cabinet, je lui ai demandé de faire un calendrier missionnel, c'est-à-dire qu'il va inscrire sur 2 ou 3 jours tout ce qu'il boit et tout ce qu'il urine, alors, la fréquence à laquelle il urine et les volumes à laquelle il urine.
déjà en regardant ce calendrier mictionnel, on peut voir si le patient a des mauvaises habitudes. S'il a des fuites parce qu'il attend trop longtemps, on pourra lui dire, ben, Monsieur Martin ou Madame Simone, il faudrait mieux que vous réduisiez les intervalles entre deux vidanges pour éviter les fuites. On va également contrôler tout ce que le patient boit, parce qu'il y a des patients qui des fois, il y a des patients qui des fois pensent qu'il faut boire 3 litres par jour alors qu'ils ont une vessie hyperactive, et c'est pas vrai du tout. En fait, le volume normal à boire par jour, raisonnable, ça serait 2 litres. Mais surtout, on va voir si le patient boit des substances qui peuvent péjorer l'hyperactivité de la vessie, comme le café ou le thé. La prise en charge de la sclérose en plaques, c'est pas seulement une prise en charge de la vessie, c'est une prise en charge globale. Donc, on va également examiner le patient du point de vue neurologique. On va voir s'il a des difficultés à se mouvoir qui pourraient expliquer les urgences. On va pouvoir peut-être mettre en place des aides à domicile ou bien de la physiothérapie pour améliorer la mobilité. Et puis, on regarde aussi toutes les autres pathologies, parce qu'on peut très bien avoir une sclérose en plaques et une insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque est connue pour péjorer l'hyperactivité des trésoriennes. Et enfin, on contrôlera l'ensemble des médicaments, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent péjorer l'hyperactivité vésicale, comme par exemple les diurétiques ou des médicaments contre l'asthme. Donc, on va faire un check-up complet du patient et on va déjà lui proposer de changer un peu ses habitudes de boisson et ses habitudes de vie. Il faut aussi savoir que le tabac est extrêmement mauvais, surtout chez la femme, parce que le tabac, il a un effet anti-œstrogène sur le tonus vasculaire de l'urètre, donc du canal urétral, et cela peut péjorer l'effort. Donc, si une patiente fume, on lui demandera, dans la mesure de possible, d'arrêter le tabac. Ça, c'est la thérapie comportementale. Elle se fait en isolé ou en association avec tous les autres traitements dont je vais vous parler. Alors, la physiothérapie, c'est encore un traitement de première ligne puisque c'est un traitement non agressif et on va proposer des séances de physiothérapie chez le patient à raison de 9 séances par 9 séances euh, chez une physiothérapie spécialisée. Il y a des physiothérapies qui sont spécialisées dans le plancher pelvien et on va faire une prescription de 9 séances et on reverra le patient après. Alors ici, on a eu différentes études qui ont montré qu'on a un effet positif, parce que si on est à la gauche de cette ligne-là, c'est qu'on a un effet positif de la physiothérapie sur le nombre de fuites quotidiennes du patient. Donc, c'est toujours intéressant, surtout c'est des patients qui ne veulent pas prendre de médicaments, de proposer, et dans les formes quand même pas trop graves, de proposer la physiothérapie puisqu'on a des preuves de son efficacité. Après, une fois que ces choses ont été faites et qu'on n'a quand même pas une amélioration suffisante, on va passer au traitement médicamenteux. Alors, des médicaments, les premiers médicaments qu'on va donner, c'est ce qu'on appelle les antimuscaréniques. Ce sont des médicaments qui visent à relâcher euh, la vessie et donc à diminuer l'hyperactivité. Alors, il y en a tout un nombre. Je ne sais pas, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Par exemple, le toltérodine, c'est le Tovias. Le phésothérodine, c'est le Vésicare. L'oxybutinine, c'est le dystrophin. Enfin, il y en a tout un nombre. Et ils sont à peu près tous euh, efficaces les uns comme les autres. Mais ils ont chacun un peu une particularité. Par exemple, l'oxybutinine, on sait que elle a l'effet secondaire principal de l'oxybutinine, qui est un effet secondaire commun à tous les antimuscaréniques, mais c'est surtout la sécheresse buccale et la constipation, ce qui peut quand même poser un problème chez les sujets sclérose en plaques qui ont déjà
une constipation, très souvent une constipation associée. La darifénacine, qui est le MCLEC, a un effet un peu moins constipant. Donc, si on a déjà un patient très constipant, on pourra utiliser celui-là. Enfin, on peut jouer sur ces différents médicaments en tenant compte des effets secondaires et des pathologies que présente le patient, et, mais leur effet est identique, ils sont tous identiques. Le seul problème de ces médicaments, ce que je vous le dis, c'est très souvent la sécheresse de la bouche. Alors, il y a des patients que ça dérange pas. Ils me disent, je préfère avoir la bouche sèche et être sec en bas. Par contre, ce qui peut beaucoup plus déranger les patients, c'est la constipation. Et là, c'est vraiment un frein, souvent à l'utilisation à long terme de ces médicaments. En plus, si on a déjà un volume résiduel, si le patient ne vide pas complètement la vessie, on risque d'augmenter ce volume résiduel en utilisant les antimuscaréniques. Donc, c'est un bon médicament, mais il faut bien le choisir en fonction de l'image de la pathologie vésico-sphinctérienne qu'on a, c'est-à-dire résidu ou pas résidu, et en fonction des pathologies associées. Il y a des médicaments de nouvelle génération, ce sont des médicaments qui s'appellent des bêta-mimétiques, ils jouent un tout petit peu différemment des anticholinergiques, mais enfin le but quand même, c'est de diminuer cette vessie hyperactive. C'est ce qu'on appelle le Mirabegon ou Betmiga. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent qui en ont déjà eu. Alors, il y a quelques études qui ont bien montré que le Betmiga a un effet aussi bien sur la fréquence que sur ça c'est la fréquence avant le traitement et ça c'est la fréquence de vidange après le traitement. Donc, ils ont un effet, ils ont moins d'effets secondaires. Euh, Ils peuvent aussi provoquer la sécheresse de la boule, mais en tout cas, pas de constipation. Donc, si on a un patient qui est constipé, ben, on proposera plutôt ça. Par contre, la contre-indication de ce médicament, c'est l'hypertension artérielle non contrôlée. Donc, si on a un sujet un peu plus âgé qui prend déjà un traitement anti-hypertenseur, mais qui n'est pas tout à fait bien réglé, ben, on préférera à ce moment-là, même si les effets secondaires des antimuscaréniques sont plus importants, utiliser les antimuscaréniques. Alors, les traitements donc comportementaux, les traitements médicamenteux, les antimuscaréniques et les bêta-mimétiques, si ça suffit pas, on a encore un palier. C'est d'une part les différentes stimulations électriques et d'autre part les injections de Botox. Alors, je vais commencer avec les stimulations électriques. Alors, il y a différents types de stimulation électrique. Je vais commencer par la stimulation du nerf tibial. Alors, le nerf tibial, c'est un nerf le nerf tibial, c'est un nerf qui court le long de la jambe et il a la particularité que les voies afférentes, dont les voies qui remontent, vont projeter sur les centres de la vessie qui sont situés dans la moelle. Et lorsque l'on stimule ces afférents, la projection va aboutir à une diminution de l'activité du réflexe de vidange, donc à une diminution de la fréquence de vidange. Euh, on peut faire cette stimulation soit avec je ne sais pas pourquoi mon écran bouge tout le temps, soit avec des électrodes de surface. Dans ce cas-là, le patient, il vient à domicile, il vient au cabinet, on lui montre comment mettre les électrodes, il y a une cathode, une anode, un stimulateur électrique externe, on lui fait une séance d'apprentissage et après le patient, il rentre à la maison et le but, c'est de réaliser une séance par jour pendant 20 minutes tous les jours pendant une période de 3 mois après laquelle on réévaluera le patient. Le matériel est commandé et livré à domicile. C'est sur une base de location, c'est-à-dire que le patient va commencer à louer l'appareil.
l'assurance maladie va rembourser l'allocation. Et si le patient est extrêmement satisfait avec ce traitement, eh ben, il peut acheter son appareil et l'assurance maladie lui remboursera la somme de l'achat de l'appareil. Il y a une autre façon de stimuler ce nerf, c'est en posant une petite aiguille juste au niveau de ce nerf ici et en le stimulant un peu plus profondément avec une aiguille. Mais ça, c'est un traitement qu'on peut faire au cabinet à raison de 2 fois par semaine. Donc, le principe est le même, l'effet est le même, sauf que celui-ci se fait à domicile et celui-ci se fait au cabinet. Alors là, l'avantage quand on le fait au cabinet, c'est que pour nous, les médecins, on a vraiment un contrôle. Est-ce que le patient a fait son traitement? L'inconvénient, c'est le déplacement 2 fois par semaine. L'avantage des électrodes de surface, c'est que le patient le fait à domicile, mais que s'il n'est pas discipliné, on n'a aucun moyen de contrôler si le traitement a bien été fait. Alors, il y a eu des études qui ont bien montré euh, qu'après 3 mois de stimulation du nerf tibial, on a une amélioration. Alors, je vais la détailler. Ici, vous voyez, c'est l'urgence sévère, le nombre de vidanges par jour, le nombre de fuites et le pourcentage de patients qui est continent. Et ici, on arrive à la ligne de base. Donc, on a, comme je prends par exemple ici, 51 des patients, des patients qui vont se plaindre d'urgence mixtionnelle. Et si on fait la thérapie avec la stimulation du nerf tibial par électrode de surface, c'est-à-dire 1 fois par jour, on voit qu'après 30 jours, eh ben, il n'y en a plus que 18% par rapport aux 51% qui se plaignaient. Et après 90, 25%. Mais là, il n'y a pas de différence. Donc, on a quand même une diminution de moitié des patients qui souffrent d'urgence mixtionnelle. Si on regarde la fréquence avant le traitement, on voit que elle passe, elle passe de 11 à 8 après le traitement et que ça se maintient pendant les 3 mois. Et enfin, si on regarde le nombre de fuites, on voit que les patients en moyenne avaient 5,8 fuites par jour et que après le traitement, on passe quand même à la moitié. Donc, bien sûr, c'est des moyennes. Il y a des patients qui vont ne plus avoir, mais c'est des moyennes. Et enfin, si on regarde le nombre de patients qui vont devenir continents après ce traitement, si on avait 25,7% au début, et il y a quand même pratiquement 50% des patients qui vont devenir continents, c'est-à-dire 50% des patients qui vont devenir secs. Donc, c'est une thérapie qui est un peu astreignante, puisqu'il faut le faire tous les jours, mais c'est quand même, et on a des niveaux de preuve, une thérapie efficace et non invasive. Si on le fait à l'aiguille, ça c'est une autre étude à raison de 2 fois par semaine, ben, on a un peu la même chose. On voit que, par, ex- par exemple, ici, le nombre d'incontinences, le nombre d'incontinences par jour passe après les 12 semaines de 2 à 80, donc plus de la moitié. Et le nombre de vidanges par jour, qui était en moyenne 8 à 10, passe à 6 après le traitement. Donc, on a un effet qui est assez rapide puisqu'il survient à la 4e semaine et il se maintient sur des périodes de 3 mois. Une fois que le patient a terminé ces 3 mois, on va le revoir au cabinet et on va espacer les séances parce qu'on sait que la stimulation électrique joue un rôle modulateur sur les nerfs et qu'il y a un phénomène d'habituation, si bien qu'on peut espacer les séances et continuer le traitement. Par contre, si on arrête, on reviendra à la ligne de base. L'autre traitement, après le traitement médicamenteux et la physiothérapie périnéale et la stimulation du nerf tibial, si on n'a vraiment pas réussi à rendre le patient continent, on va lui proposer les injections de Botox. Je pense que vous avez tous entendu parler du Botox. Toutes les stars américaines s'injectent du Botox pour avoir l'air plus jeune.
parce que le Botox a la particularité d'entraîner une relaxation du muscle. En fait, le Botox, c'est quoi? En fait, le Botox, c'est une neurotoxine qui est synthétisée par une bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Botox. Et il faut savoir que cette neurotoxine, si vous prenez une cuillerée c'est en poudre, si vous prenez une cuillerée à café de Botox et que vous la renversez dans le lac de Constance, vous allez tuer tout le bassin alémanique. Donc, c'est une neurotoxine extrêmement puissante, mais comme disait Lapides, c'est la dose qui fait le médicament. Parce que la toxine à visée thérapeutique est utilisée à des doses de nanogrammes. Donc, c'est vraiment infime, ce qui permet de, d'éviter un risque de paralysie générale comme on pourrait observer dans un botulisme. Le botulisme, c'est une maladie qu'on obtient quand on a mangé des conserves qui sont mal conservées. Le clostridium va se développer. Quand vous allez ouvrir la conserve, vous allez avaler la neurotoxine et puis vous entraînerez une paralysie totale qui peut aller jusqu'à la mort. Euh, Normalement, de nos jours, on arrive à prendre les gens aux soins intensifs parce que la particularité aussi de cette paralysie et de toutes les paralysies induites par le Botox, c'est qu'elle est complètement réversible. C'est la raison pour laquelle les stars américaines qui s'injectent le Botox une fois, elles doivent le répéter de façon régulière tous les 3 mois parce que l'effet disparaît complètement. Alors, euh, ça agit comment finalement? Le Botox, c'est une très très grosse molécule et on ne peut pas l'utiliser ni en comprimé, ni en pommade, ni en liquide, gel et quoi. On est obligé de l'injecter parce que c'est une protéine qui est extrêmement grosse et qui ne pénètre pas la barrière cutanée ou la barrière des muscles. Donc, c'est pour ça que quand on fait des injections de Botox pour l'esthétique, on injecte. Et l'effet du Botox, c'est que ici, vous avez une terminaison nerveuse avec des neurotransmetteurs. Ça, c'est une terminaison nerveuse normale. Donc, quand, quand il y a un mouvement, quand il y a un geste, ou quand on fronce les sourcils, par exemple, dans le cas des sourcils, il y a ces neurotransmetteurs qui vont se dégager de la terminaison nerveuse et qui vont se mettre sur des récepteurs au niveau du muscle pour assurer la contraction du muscle. Lorsqu'on injecte le Botox, il va se mettre à l'intérieur de ces terminaisons nerveuses et une fois qu'il y est, il n'en sort plus, hein. Il n'y a pas de risque qu'il repasse dans le sang ou quoi que ce soit. Mais son action, c'est d'empêcher l'excrétion de ces neurotransmetteurs et donc d'empêcher la contraction du muscle. Ça induit finalement une paralysie du muscle qui est temporaire. Donc, on a développé la technique pour la vessie. Donc, quand on fait des injections de Botox dans la vessie, on les fait sous anesthésie locale par un instrument qu'on appelle un cystoscope. Et là, je vous montre une petite vidéo. Et on fait ces petits dépôts de toxines à différents endroits dans la vessie. En général, on fait 10 points d'injection. On n'a pas besoin d'anesthésie générale. En général, c'est très bien supporté puisqu'on fait une anesthésie de la muqueuse avant les injections. Et vous voyez, l'aiguille, elle est très grande, très agrandie ici parce que c'est vu par le cystoscope. Mais vous voyez, en fait, il n'y a pas de saignement, il ne se passe rien du tout. Et donc, pour la vessie neurogène, c'est une thérapie qui est intéressante et extrêmement efficace puisque si on regarde là aussi les études, et ces études-là, elles ont permis le dépôt du dossier à Swissmedic et le remboursement du traitement pour la vessie hyperactive depuis 2013 en Suisse. Donc, le traitement est remboursé. Alors, si on regarde les résultats, selon les études, eh ben, ici, vous voyez des patients qui ont été traités avec des doses relativement importantes, puisque c'était surtout des paraplégiques qui s'autosondaient. Et vous voyez que
Ça, c'est le nombre de patients qui ont une amélioration de l'incontinence après le traitement. Alors, vous voyez, les patients, il y a environ 80% des patients qui vous disent déjà qu'ils ont plus de 80% d'amélioration et vous avez environ 30, 40% des patients qui vont être complètement secs après le traitement. Et la durée d'efficacité du traitement lors de l'injection dans la vessie varie selon les patients entre 6 mois et 1 an. Après, on est obligé de réinjecter. Alors que pour les rides, comme c'est un autre muscle, les femmes qui font de l'esthétique, ils sont obligées de se faire réinjecter tous les 3 mois. Mais pour la vessie, c'est en général 1 à 2 injections par an. Comme c'est réversible, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça, les terminaisons nerveuses vont repousser. Bon, c'est l'avantage parce que si le patient il n'est pas content avec ça, il revient à son état normal. L'inconvénient, c'est qu'il est obligé de venir 2 fois par an. Mais la caisse d'assurance maladie rembourse les 2 traitements. Alors ça, c'était des études qui avaient été faites chez des patients qui se sondaient. Donc, il y avait des autosondages. C'est pour ça qu'on a utilisé des grosses doses de 100, 300 unités du Botox. Et on a regardé chez ces patients une partie n'était pas aux autosondages. Avant le traitement, une partie en était. On a regardé un peu le nombre de patients qui étaient obligés de pratiquer les autosondages après le traitement du fait d'une paralysie trop importante du muscle. Et on s'est aperçu qu'il y avait environ 40%, un peu moins, 32% des patients qui vont nécessiter un apprentissage aux autosondages lorsqu'on utilise des hautes doses. Mais le plus souvent, c'est pour une durée qui est de moins de 6 semaines. Donc après 6 semaines, en général, le patient, il revient à son état normal. Il n'aura plus besoin de se sonder. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a interrogé les patients sur la qualité de vie après le traitement, eh ben, les patients étaient aussi satisfaits après le traitement lorsqu'ils étaient obligés d'utiliser les autosondages. Ici, vous voyez very satisfied, 50%, que ceux qui n'utilisaient pas les autosondages. Donc, si on a une indication à injecter plus de Botox parce que le patient a déjà un résidu et parce qu'on sait qu'il lui en faudra plus et qu'il sera obligé de passer aux autosondages, la qualité de vie en elle-même du patient est nettement améliorée après le traitement. Alors, on s'est dit, ben, il y a des patients sont des formes moins sévères et puis qui veulent pas faire les autosondages. Alors, on s'est posé la question de se dire, est-ce que si on utilisait un peu moins que ces 200 ou 300, qui est une bonne dose pour les paraplégiques, est-ce qu'on peut diminuer ce risque de nécessité d'autosondage? Et là, il y a une étude qui a montré qu'en fait, bah, ça marche très bien, même avec des petites doses. On a environ 80% des patients qui ont une amélioration de plus de 50% et 50% qui sont complètement secs, mais on voit que le taux de rétention n'est que de 15%, alors qu'il était plus de 35% au départ. Donc, on diminue nettement le risque de passage aux autosondages. Moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de patients à qui j'ai été obligée d'introduire les autosondages en injectant des petites doses de toxines botuliques. Ça, Si le patient est réticent parce qu'il a peur de la toxine ou parce qu'il a peur des autosondages, il y a une autre voie qu'on peut proposer, c'est ce qu'on appelle la neuromodulation. Alors la neuromodulation, c'est ça part sous le même principe que la stimulation du nerf tibial dont je vous ai parlé tout à l'heure, sauf que là, on va stimuler les nerfs directement de la vessie, c'est-à-dire on va passer des électrodes au niveau du sacrum et on va aller tout près de la vessie. Et avec cette électrode, elle est reliée à un stimulateur et on va pouvoir stimuler ces réflexes pour qu'ils s'amoindrissent, pour que l'hyperactivité
s'amoindrissent. C'est une opération qui se fait en deux temps. D'abord une phase test. Le patient, on lui met son stimulateur à l'extérieur. Il va essayer pendant 2, 3 semaines. Et si on a plus de 50% d'amélioration par rapport à avant, le patient est candidat pour l'implantation. On ne le faisait pas trop à l'époque parce que les stimulateurs, jusqu'à il y a environ 3, 4 ans, n'étaient pas IRM compatibles. Donc, comme les patients sclérose en plaques, ils ont quand même souvent besoin d'IRM, on était un peu réticents. Mais maintenant, il y a un nouveau stimulateur, celui-là, que vous voyez. Alors, c'est tout petit, hein, ça se met dans la fesse, hein, euh, qui est IRM compatible. Donc, en cas où le patient est très, très embêté, qu'aucun traitement n'a vraiment bien fonctionné et qui ne veut pas le Botox, on va pouvoir lui proposer cet implant. Et on a des effets importants. On a 80% des patients qui s'améliorent et 13% des patients qui n'ont pas de changement. La péjoration, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais enfin 80% des patients qui s'améliore et vous voyez le nombre de vidanges avant, après, de diminuer de moitié. Le nombre d'urgences avant, après, diminuer de moitié. Et le nombre de pertes diminuer de moitié. Donc, c'est une thérapie efficace, bien que beaucoup moins, beaucoup moins testée. On n'a pas encore beaucoup d'études chez la sclérose en plaques. Je vais finir. Excusez-moi, professeur Schurch, c'est moins quart, c'est jamais. D'accord, mais je finis Je vous juste, laisse. j'en ai 5 minutes. Parfait. Je finis juste par les vessies, l'autre type de vessie, parce que là, ça va être très court. Donc, les vessies qui se contractent pas, ça peut arriver si on a des plaques très, très basses. Donc, ce sont justement, ce sont des vessies qui, malheureusement, les patients n'arrivent pas à uriner ou urinent goutte à goutte. Ça peut arriver, c'est très rare. Alors là, les possibilités thérapeutiques sont beaucoup moindres. Je les ai marquées ici, mais en fait, on n'a pas vraiment de médicaments qui jouent pour contracter la vessie, malheureusement. On peut essayer ces médicaments qui sont des médicaments contracteurs, mais les effets sont vraiment pas efficaces. On peut aussi essayer de diminuer la résistance au niveau du sphincter pour que la vidange se fait mieux, mais malheureusement, on a des médicaments pour calmer la vessie, mais pas pour la, pour la, pour la, pour la contracter. Et donc, pour ces patients, eh ben, on proposera les autosondages. Alors, je termine juste avec cette diapositive en disant que les autosondages, en fait, c'est une bonne méthode. Ça permet de diminuer les infections urinaires parce que ce qui cause les infections urinaires, c'est le résidu. Si la vessie se vide mal, on a plus d'infections urinaires. Et il y a souvent des médecins traitants qui disent, ah, mais vous le mettez aux autosondages, il y a des risques d'infection. Ben non. Si vous videz votre vessie avec des autosondages, ça peut être 1 fois par jour, 2 fois par jour, en fonction de vos résidus, vous aurez moins d'infections urinaires que si vous n'étiez pas les autosondages. Et pour moi, et pour terminer cette diapositive, tout est mieux que la sonde à demeure. Parce que la sonde à demeure, il y a des risques de destruction d'urètre, donc de canal urétral. Et il y a des risques à long terme de cancer de vessie. Ça, j'en venais à ça et je terminais à ça. Donc, juste pour la conclusion, vous voyez que c'est une pathologie complexe, différente de patient en patient, qui change dans le temps. C'est pour ça qu'il faut contrôler les patients régulièrement. Mais qu'on a quand même tout un arsenal thérapeutique non invasif ou minimalement invasif pour permettre aux patients d'avoir une amélioration de la qualité de vie. Et je vais terminer avec ça. Parfait. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Schirsch, pour cette présentation. Euh, alors, je vais juste partager ça. Donc, on va maintenant passer aux questions. Tac. Donc, on a déjà quelques questions. Alors, on a une personne qui fait une stimulation du nerf tibial 1 fois par semaine. Cette personne demande si c'est efficace. Après, il y a une autre question que je prends. Enfin, ça.
Je continue avec la suite. Pour acquérir un appareil afin qu'il soit remboursé par l'assurance, il faut qu'un médecin de famille fasse une ordonnance ou bien est-ce qu'elle doit être transmise par un urologue? Voilà, une question Alors, en plus. la stimulation du nerf, il y a 50% des patients chez qui c'est efficace, à condition de le faire régulièrement. Il faut le faire régulièrement tous les jours pendant 3 mois et après, on peut espacer à 2 fois par semaine, puis une fois par semaine. Mais c'est un traitement qui, si on l'arrête, n'est pas efficace. Ça, c'est une chose. Bien sûr, tous les patients ne réagissent pas avec tous les traitements. Le remboursement est un peu compliqué. Euh, je ne conseillerais pas à un médecin traitant de faire l'ordonnance parce que nous, on a des tricks pour que le remboursement soit fait par les caisses d'assurance maladie. Parce qu'effectivement, si vous mettez juste stimulation du nerf tibial, il y aura beaucoup pour vessie hyperactive, il y aura beaucoup d'assurances qui ne vont pas le rembourser. Mais si vous avez des feuilles spéciales qu'on a avec des tricks pour faire passer la stimulation comme indispensable, nous, on arrive à le faire rembourser dans 80% des cas. Après, elle peut être aussi combinée avec d'autres traitements, hein. Tous les traitements peuvent être combinés, bien sûr, hein. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, une autre question que nous avons, c'est est-ce que les autosondages peuvent entraîner des lésions ou des problèmes sur l'urètre? Non, non, parce que de nos jours, on a des sondes extrêmement modernes, lubrifiées, euh, qui sont vraiment professionnellement développées. On développe une sonde, on regarde, on fait des simulations de l'urètre pour voir qu'il n'y a pas d'érosion de l'urètre. De nos jours, les sondes ne peuvent pas créer de lésion de l'urètre, jamais. Sauf si le patient se trompe de chemin, hein, mais en tout cas, c'est très rare. Merci beaucoup. Est-ce que il est possible de retirer l'implant si ça ne fonctionne pas? Oui, oui. Super. Bah, de toute façon, on fait une test pendant 3 semaines. Mm. On implante d'abord juste les électrodes et après on met le stimulateur externe et 3 semaines. Et si l'amélioration est de plus de 50%, on implante. Si le patient n'est pas content, on retire l'implant, c'est sous anesthésie locale. Oui, oui, toutes les thérapies que je vous ai proposées sont réversibles. Merci beaucoup. Une autre question, que pensez-vous du dispositif Périfit? Péri, Périfit. alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que le patient un peu... Que la Ouais. personne peut peut-être donner des précisions sur le chat. Et en attendant, on va peut-être passer à la prochaine. Donc, la prochaine est concernant les infections urinaires, est-ce qu'il y a des nouveaux avancements à ce sujet autres que les antibiotiques ou les probiotiques? Alors, pour l'instant, il y a que les probiotiques et les antibiotiques, mais il y a des études qui sont en cours sur ce qu'on appelle les macrophages. Les macrophages, ce sont des bactéries euh, spéciales qui mangent les bactéries, mais c'est encore à l'état d'étude, c'est pas encore sur le marché. Mais pour l'instant, il y a que les antibiotiques et les probiotiques. Après, on traite pas tout, on traite que les infections urinaires. C'est-à-dire si le patient a des symptômes. Ça aussi, souvent les médecins généralistes, ils font une bandelette, ils disent, oh là là, il y a des leucocytes, des nitrites, vous êtes infecté. Non, une infection urinaire, ça se définit par des symptômes, pas par des germes. Sinon, vous êtes tout le temps sous antibiotiques. Très bien, merci pour la réponse. Est-ce qu'il est conseillé et positif de faire des exercices d'arrêt de miction lorsqu'on va aux toilettes? Alors, pour les vessies très périphériques, là, les baudruches, oui, parce que le problème, c'est la faiblesse du sphincter. Par contre, pour une vessie hyperactive, comme très, très souvent, dans 80% des cas, il y a en plus le sphincter qui est dysynergique, ce que je vous ai expliqué, c'est plutôt contre-productif. D'accord. Alors, merci. Encore une question. Peut-on faire de la stimulation et du BET-MIGA en parallèle? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On peut.
commencer le bête migas, je dis, bah, tiens, je vais rajouter la simulation plutôt que de passer. C'est tout à fait possible. Oui. Alors là, on a la Euh, précision par rapport au périphyte. C'est une sonde vaginale pour faire des exercices périnéales et qui fonctionne avec application et qui permet de faire des exercices. Je sais pas si ça Alors, ça, vous parle. c'est les physiothérapeutes qui font ça en général au cabinet. Alors, elle l'utilise pour, soit pour renforcer le sphincter dans les cas des vessies périphériques très basses, soit pour effectuer la même chose que la simulation du nerf tibial, c'est-à-dire simuler les afférences. Donc, oui, ça peut aider. Mais il y a différents types de fréquences en fonction si on veut renforcer ou si on veut inhiber. C'est de la physiothérapie par sonde à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, est-ce que la neurostimulation est efficace pour une dysynergie vésico-sphinctérienne? Non, pas vraiment, non. Non. Pour la dysynergie vésico-sphinctérienne, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses, sauf peut-être les injections de Botox dans le sphincter. Mais là, si c'est vraiment le problème, c'est le résidu. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour la vidange, on est vraiment un peu limité, quoi. Merci beaucoup. Ensuite, l'assurance maladie ne rembourse pas les sondes, maximum 500 francs par année. Y a-t-il un moyen d'avoir un remboursement plus complet car le matériel est coûteux? Alors, je ne sais pas si c'est 500 francs par année, je crois que c'est plus, hein, je crois que c'est aux alentours de 1200 par an. Mais alors, on peut toujours faire un certificat médical en disant que le patient a des risques d'infection urinaire. Quand on fait une ordonnance pour des sondes, il faut déjà marquer le pire, c'est-à-dire le patient a une incontinence totale, infection urinaire, et tout. Déjà, le forfait annuel va augmenter. Ensuite, il faut commander les sondes dans des magasins spécialisés et pas dans les pharmacies. Il y a des magasins, il y a des magasins spécialisés ici, enfin des fournisseurs spécialisés en Suisse romande pour les produits d'incontinence. Et ceux qui ça intéresse, je leur donnerai parce que je ne peux pas le dire comme ça euh, en, en conférence, où le prix des sondes est à peu près, mais même des couches, est à peu près 50% moins cher que les pharmacies. Donc, si l'assurance va pas payer un nombre de sens, l'assurance va payer un forfait. Donc, vous avez tout intérêt à choisir, à prendre quelqu'un qui vous prescrit des sondes avec tout ce que vous pourriez avoir, même si vous n'avez pas, incontinence sévère, infection urinaire, etc. Donc, déjà là, vous avez un forfait plus important et vous avez tout intérêt à vous fournir chez des fournisseurs spécialisés dans l'incontinence parce qu'à ce moment-là, vous atteindrez votre forfait beaucoup moins rapidement que si vous prenez votre matériel en pharmacie. J'ai beaucoup de patients qui me le disent. À partir du moment où je les ai envoyés chez le fournisseur, ils m'ont dit, mais c'est 50% moins cher que la pharmacie, quoi. Donc, je ne peux pas changer le forfait, mais je peux faire en sorte que le forfait soit plus grand pour le patient et qu'il ait plus de sondes pendant l'année. Le forfait, il a été défini par Swissmedic, pas par moi. Merci beaucoup. Quand est-ce que la thérapie avec les macrophages sera-t-elle disponible pour les infections urinaires? Alors, on en est à la recherche animale. Donc, vous voyez, entre le moment où on a une idée et le moment où un produit sort sur le marché, d'abord, il faut prouver que ça marche. Et ça va durer à peu près 20 ans, hein. Donc, entre le moment où on a décidé de faire du Botox, c'était en 2000, et là, quand ça a été remboursé non, c'était en 80, en 90 et ça a été remboursé en 2013. Donc, ça va pas être pour tout de suite. Après, il y a d'autres traitements prometteurs, l'implantation de sels, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les infections urinaires, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de thérapie sur le marché.
Merci beaucoup. Une dernière question. Peut-on prendre du Betmiga sur 10 ans et plus sans problème? Oui, mais oui. Par contre, le Betmiga, il est contre-indiqué. On peut prendre tous les médicaments. Ça, ce sont des, des médicaments qu'on peut prendre à long terme. Euh, si c'est une personne, je parle maintenant si c'est des anticholiques, si c'est une personne plus âgée, je lui donnerai un médicament qui va pas passer dans le cerveau. Il y en a, hein. Il y a différents types, je vous l'ai tous montré. Le Betmiga, on peut le prendre à long terme, mais la contre-indication, c'est l'hypertension artérielle non contrôlée. Donc, il faut évidemment que la situation de la tension artérielle ne change pas avec le temps. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour cette passionnante présentation. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 19 heures. Il est possible que nous continuions avec la question des troubles intestinaux en 2025. Et puis avant de terminer, on va juste encore vous donner deux, trois infos. Oui, Thaïs, je alors te donc laisse la parole. oui, pour votre information, donc le secteur conseil de la société de STEP est à votre disposition pour vous écouter, pour vous informer sur différents sujets et thématiques, pour évaluer votre situation et vous orienter selon les prestations auxquelles vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi vous accompagner pour certaines démarches. Donc, pour plus d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par téléphone via l'infoline. On est disponible du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures au numéro qui s'affiche. Et puis aussi par mail à notre adresse que vous voyez également sur cette slide. Et je vous parle simplement encore du dernier événement où il reste de la place de l'année, le CEPIUS Forum 2024. Et puis prochainement, très très prochainement, il y aura les cours 2025 en ligne, donc n'hésitez pas à consulter notre site. Et puis voilà, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, pour vos questions, à la professeure Brigitte Schurch pour ses réponses aux questions et sa présentation détaillée. Et puis nous vous serions reconnaissants de répondre au sondage que vous verrez s'afficher à la suite du webinaire. Ça permet de toujours nous améliorer. Et puis on est toujours intéressé à connaître vos envies de thématiques à aborder. Il est encore temps de nous les transmettre si vous avez des envies pour 2025. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.